Bonjour, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Fastback. Alors avant de savoir ce que vous allez découvrir aujourd'hui, je vous rappelle que vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Vous cherchez Fastback officiel, vous nous likez, vous vous abonnez et si vous ne nous trouvez pas, je considère que vous l'avez fait exprès. Aujourd'hui, nous sommes à Pau-Arnos pour célébrer les 40 ans d'Audisport, le Quattro GmbH tel qu'il avait été appelé à l'origine. On va essayer des voitures fantastiques, on aura aussi des modèles historiques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi ce que je vous propose, c'est de faire un petit road trip justement avec une voiture iconique du Audisport, la toute dernière RS6, la RS6 Performance. Venez avec moi, je vous emmène, c'est parti. Attention, cette voiture est un monstre. Un monstre de puissance, un monstre d'efficacité, un monstre d'esthétisme, mais surtout un monstre de polyvalence. Car oui, depuis sa création, l'Audi RS6 a toujours su captiver grâce à son extrême habileté à brouiller les pistes. Capable de transporter une famille dans un confort optimal à la vitesse d'un TGV, l'Audi RS6 sait aussi se montrer incandescente lorsque l'envie d'écraser la pédale de droite s'empare du bon père de famille que son propriétaire, comme toujours, prétend être. Version optimisée de la dernière mouture, cette RS6 Performance reçoit donc un traitement particulier. Esthétiquement d'abord, quelques touches de carbone habilement dosées et réparties renforcent une silhouette qui dissimule beaucoup moins son caractère. Les jantes de 21 pouces qui attirent tout de suite les regards ont été allégées de 5 kg chacune et dissimulent partiellement des freins carbone céramique de 440 mm à l'avant et de 370 mm à l'arrière. C'est mieux que certaines hypercars extravagantes. Sous le capot, le V8 biturbo gagne 30 chevaux grâce à la présence de deux turbos plus généreux et une pression augmentée à 2,6 bars. Alors oui, il me tardait de m'installer au volant. Accusant tout de même 2090 kg sur la balance, je me suis dit quand même que les routes sinueuses et étroites du Pays Basque représentaient le piège parfait pour une voiture du gabarit de l'Audi. Mais voilà, avec 630 chevaux sous le capot, une transmission intégrale et 4 roues directrices, la RS6 Performance a chassé mes doutes aussi rapidement qu'elle sait jouer des virages avec une facilité déconcertante. Bien sûr, ce n'est pas une ballerine, mais son efficacité reste bluffante. Le rythme s'accélère, s'accélère, s'accélère encore, et au détour d'un enchaînement de virages, les freins carbone céramique et leurs étriers 10 pistons trouvent toute leur justification. Bluffé par de telles performances sur des routes qui ne lui correspondent pas, la RS6 monte pourtant le curseur d'un cran lorsque la route se fait plus large, mais tout aussi sinueuse. La stabilité semble imperturbable, le feeling au volant juste impressionnant, tout comme les vitesses de passage. Il faut alors savoir garder la tête froide pour ne pas franchir les limites qui, sur route ouverte, sont bien au-delà de ce que l'on peut qualifier de raisonnable et surtout bien au-dessus de mes capacités. À ce rythme, les kilomètres défilent sans que l'on s'en rende compte et toujours dans un confort royal et dans un niveau sonore très acceptable malgré les 8 kg de gagné sur l'insonorisation. Mais à la lumière des quelques heures passées à son volant, une chose est sûre, l'Audi RS6 Performance reste l'une des meilleures voitures qu'il m'ait été donné d'essayer. Même son prix de base stratosphérique de plus de 146 000 €, hors malus, bien évidemment, n'arrive même pas à m'enlever le sourire, c'est dire. Voilà, on a découvert cette Audi RS6 Performance qui est vraiment une voiture fabuleuse et qui réalise bien ce qui se passe aujourd'hui chez Audisport, des voitures toujours de plus en plus performantes, mais de plus en plus faciles à vivre au quotidien. Regardez ce qu'il y a derrière moi, ce sont quasiment les ancêtres tout simplement de cette RS6 Performance, avec notamment la RS2 avant, celle par qui est arrivée toute la génération ensuite de Audi RS4. Et puis l'Audi UR Quattro, c'est celle qui symbolisait l'engagement de Quattro GmbH en rallye dans les années 80. C'est elle qui va lancer les deux point important de Audisport, c'est-à-dire le moteur 5 cylindres et surtout la transmission Quattro, celle qu'on va retrouver sur tous les modèles de la gamme parce que c'est celle qui va
donner l'ADN du programme S et RS surtout, avec par exemple ici le TT. Alors le TT MK2, ça c'est la deuxième génération. Là c'était des voitures un peu plaisir, c'était pas forcément des voitures très performantes, en tout cas au début. Puis on est arrivé à plus de 220 chevaux. Et puis on a le MK1. Alors quand je vous disais la voiture originale, c'est celle-ci, c'est le MK1 qui a été toujours au goût du jour. Ça avait révolutionné dans son temps en 1998 lorsqu'il est sorti. Ça avait donné un coup de pied dans la fourmilière extraordinaire. Et si on compare le TT d'aujourd'hui avec la dernière version, le TT RS iconique, eh bien on peut s'apercevoir que la ligne, elle a évolué, bien sûr, elle s'est modernisée, mais quelque part, elle est toujours là. C'est une ligne intemporelle. Et vous vous rendez compte, ce premier modèle date de 1998, donc ça a traversé les siècles, puisque l'on peut dire ça comme ça, sans aucun problème. Évidemment, du côté du programme RS, on est monté en gamme. On a fait la RS2, donc ensuite qui a donné naissance à la RS4. Et puis, on est arrivé évidemment à la RS6. La RS6 première génération avec un V8. Là aussi, ça a bouleversé tous les repères. La deuxième génération qu'on a ici, alors ça, c'est vraiment excessivement rare. C'est la version évidemment avec le V10, le moteur le plus noble jamais utilisé dans la RS6. Et surtout en version berline. La version berline qui a été proposée sur les deux premières générations. Et après la deuxième génération, Audi a totalement abandonné la version berline pour ensuite se consacrer uniquement à la version break. Donc aujourd'hui, on ne retrouve que des RS6 en version break. Et puis bien sûr, on a aussi ici cette RS4 cabriolet. Alors cette RS4 cabriolet, comme un petit peu la berline en RS6 V10, c'est un modèle assez particulier, assez unique. Ça a été quand même une voiture, il fallait oser, moi je vais dire, du côté de Audi, parce que on avait une voiture ultra performante, ultra rapide, mais dans une configuration plaisir avec ce cabriolet. Et on n'a pas d'autre version RS4, tout simplement parce qu'on va avoir des nouvelles très rapidement de la nouvelle RS4. Et cette nouvelle RS4, elle va commencer à tendre vers le futur, c'est-à-dire avec de l'hybridation telle que la RS6 Performance là actuellement. Mais je pense qu'on va aller encore plus loin chez Audi Sport. Ils n'ont pas voulu nous en dire plus. Pourquoi? Parce que cette électrification, cette hybridation, elle représente le futur pour Audi. Vous le savez, Audi est engagé aussi au Dakar avec l'e-tron, avec Stéphane Peter Hansel notamment. Et puis surtout, Audi se projette sur 2026 pour son arrivée en Formule 1 en association avec Sauber, et on travaille déjà sur le moteur thermique, mais aussi et surtout sur l'association à un moteur électrique. Et donc ça, à l'horizon 2026, ça sera la Formule 1. Et comme le dit toujours Audi Sport, ce sont des voitures, les voitures sport, les RS, sont des voitures nées sur la piste pour être utilisées sur la route. Donc évidemment que cette technologie qui va être employée en Formule 1, on la retrouvera évidemment dans les années futures sur tous les modèles sportifs de la gamme. Tiens, avant de passer sur la piste, j'avais complètement oublié parce qu'elle n'est pas exposée, mais bien évidemment, puisqu'on parle de futur et d'électrification, vous avez fait certainement la rectification vous-même. Il y a d'ores et déjà une voiture sportive RS 100% électrique, c'est bien évidemment l'e-tron GT RS. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous êtes allé faire un tour sur la page Fastback et découvrir cet essai de l'e-tron GT? On vous l'avait fait en début d'année dernière, donc si vous ne l'avez pas visionné, je vous conseille d'aller le voir, d'aller le commenter même, et vous nous direz ce que vous en pensez. Bon allez, maintenant ça suffit les bavardages, place à l'action, on va sur la piste. Et voilà, vous avez vu, il y avait des sacrés modèles. En 40 ans, Audi Sport a vraiment frappé très fort. Alors nous, vous l'avez vu, hop, Mimi Mati, on a changé de costume parce que dans quelques instants, on va aller sur la piste du circuit de Pau-Arnos. Mais avant, c'est Adriane Martini qu'on va retrouver. Pourquoi? Parce que chez Audi, il y a aussi une sportive, berline sportive, une fameuse S8, et une S8 conduite par Jason Statham au cinéma. Ça donne forcément quelque chose de bien. C'est Adriane qui vous raconte la suite. S'il y a bien une saga cinématographique qui a introduit les véhicules Audi au cinéma, c'est sans aucun doute la saga produite par Luc Besson, le transporteur qui nous a fait entrer les Audi dans le monde du 7e art, d'une manière dont vous ne vous doutez probablement pas, mais je vais vous expliquer. La saga des transporteurs met en scène le personnage Frank Martin, interprété dans les 3 premiers opus par Jason Statham, un chauffeur qui a des aptitudes de pilotage au combat, qui est discret et rigoureux, qui a des règles qui ne transgressent jamais, pas de retard, on ne change pas les accords d'un contrat, on n'ouvre pas un colis, jusqu'au jour où... Et là, carton au box-office mondial, bien évidemment.
Alors je sais pas pour vous, mais pour moi l'empreinte Audi est tellement forte sur la saga Le Transporteur que j'en ai oublié que dans le premier épisode, Jason Statham était au volant d'une BMW. Visiblement, l'entente n'était pas au beau fixe entre la marque allemande et EuroparCorp, donc Luc Besson en personne a décidé de venir au siège Audi France pour dire « Bon les gars, moi je suis un europropriétaire d'une Audi A8 W12 et d'un Q7, donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette vos véhicules dans les prochains films de mes productions EuropaCorp. D'ailleurs, on va commencer par Taxi 3. » Et là, Audi France répond gentiment « Bah écoutez, nous, Taxi, c'est pas vraiment la cible de la marque. » Et Besson répond du tac au tac « Non, non, mais Taxi, les gars, c'est cadeau. Moi, ce que je vous propose, c'est du lourd. C'est la suite du Transporteur qui est actuellement en préparation, car le premier est un véritable carton mondial. » Et là, big, badaboum, un deal est trouvé, un chèque est signé, des voitures sont prêtées et on retrouve des Audi absolument partout dans les productions d'EuropaCorp. À commencer par la suite du Transporteur, le Transporteur numéro 2, qui cette fois est au volant d'une, ah bah tiens donc, une Audi A8 W12, comme c'est bizarre. Et on retrouvera également les véhicules dans la saga Tekken, dans le film Go Fast, également dans le film Hitman, dont l'agent 47 semble disposer de la même garde-robe que Jason Statham dans le Transporteur. Les voitures Audi ont fini par faire partie même de l'ADN des productions d'EuropaCorp, au même niveau que les scènes d'action assez inspirées des films asiatiques, de l'humour, des bandes-son survoltées et surtout des personnages principaux toujours prêts pour la castagne. Bref, du cinoche populaire comme on aime. Allez, c'est l'heure de retrouver notre transporteur à nous, Eric Sélis, qui est actuellement sur circuit au volant d'une RS3 et on verra bien si une fois sorti du véhicule, il aura la même réaction que Jason Statham. That was great. Allez, comme vient de vous l'expliquer Adrian, cette fois, on rentre dans le vif du sujet. Nous voilà déjà arrivés sur le circuit de Pau Arnos avec le panel mis à ma disposition pour découvrir l'essence même du programme Audi Sport. Je vais pouvoir monter en puissance au travers de 4 modèles, une RS3 standard chaussée de pneumatiques Pirelli Trofeo plus typée piste, une RS3 LMS qui répond à une réglementation bien particulière, puis ensuite une Audi R8 GT Final Edition et enfin, cerise sur le gâteau de ces journées anniversaires, une R8 GT4 compétition. On commence donc par la RS3 standard. Forte de ses 400 chevaux et de sa transmission intégrale, elle met rapidement en confiance même sur une piste où les tâches d'humidité sont encore nombreuses. L'exercice de la piste n'est jamais aisé pour une voiture de série car ses points faibles ressortent immédiatement. Ici, la RS3 standard démontre toute la qualité de son châssis, la rondeur de son 5 cylindres et comme souvent sur les modèles RS, sa facilité de prise en main grâce à un bel équilibre général. De quoi me faciliter la tâche pour me réapproprier le circuit de Pau Arnos sur lequel je n'avais tourné jusque-là qu'à moto. Voilà, premier tour de manège terminé avec cette RS3 standard. Alors c'est déjà impressionnant sur la piste du circuit de Pau Arnos. Avec une voiture de série, on va très loin. La seule différence qu'il y a par rapport au véhicule standard, c'est les pneus. Les pneus qui sont un petit peu plus inspirés slick, donc ce qui permet d'avoir un peu plus d'adhérence. Alors maintenant, on va monter d'un cran, puisque je vais aller essayer l'Audi RS3 LMS. Alors, quelle est la différence entre ces deux voitures, c'est-à-dire la LMS et la standard? Eh bien déjà, par rapport à la réglementation, on n'a plus le même moteur sous le capot, on a un 4 cylindres et non plus un 5 cylindres. Par contre, la puissance, elle a augmenté, elle fait 350 chevaux. Et puis la grosse différence au niveau de la traction, c'est qu'on a tous les chevaux qui passent sur le train avant, alors que sur la voiture de série, eh bien c'est une intégrale. Alors pourquoi ces modifications? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, pour répondre à la réglementation de la catégorie. Bon allez, c'est parti, enfin presque. Changement de salle et changement d'ambiance comme on pourrait dire. Cette RS3 LMS est une véritable voiture de course. Arceau de sécurité, intérieur dépouillé, siège baquet et harnais vous projettent tout de suite dans l'ambiance. À son volant, tout est plus radical, mais le plus surprenant reste son efficacité et son équilibre, alors que seul le train avant passe la puissance. Le 4 cylindres demande à prendre plus de tours que sur le 5 cylindres pour s'exprimer pleinement et ne pardonne que peu
les mauvais choix de rapport, là où justement le 5 cylindres d'origine est plus conciliant. D'ailleurs, j'ai plus l'impression de me traîner qu'avec la RS3 d'origine, même si le bruit infernal me donne la sensation que je vais défoncer le chrono au prochain passage sur la ligne. La course, c'est un autre monde. Voilà, là, je viens de terminer un tour de manège, mais version super brutale. Là, il faut avoir l'acceptation de se dire qu'il faut être un petit peu humble. On est dans un autre univers, c'est plus violent, ça freine plus fort, ça accélère plus fort, bien évidemment. Bref, c'est une voiture de course. Alors, la compression, elle n'est pas encore terminée parce qu'on va encore monter d'un cran dans l'intensité, puisque dans quelques instants, je vais avoir le plaisir de rouler dans des R8, une R8 GT et ensuite une R8 GT4. Mais moi, je ne vais pas vous le cacher, j'ai besoin de souffler. Donc pour souffler, ce que je vous propose, c'est de retrouver notre ami Dingo pour une rubrique Photomaton. Bonjour Dingo, bienvenue dans ce nouveau numéro de Photomaton. Alors aujourd'hui, on va parler d'électricité. Je pense que lorsque les gens vont découvrir la photo dont on va parler, des vocations vont naître. Parce qu'un véhicule de fonction comme celui-là, il y en a beaucoup qui en rêvent. Alors c'est exactement le sujet, c'était pour Sport Auto, évidemment, ça fait moins polémique qu'une autre qu'on a abordée avant, mais évidemment que c'était sur les voitures de fonction, parce qu'on s'était aperçu qu'évidemment, il y a beaucoup de sociétés qui ont des véhicules de fonction de haut de gamme, et moi j'ai dit il faut qu'on ramène à monsieur et madame tout le monde les voitures de fonction haut de gamme. Donc c'était le principe de cette image, de pouvoir que le fonctionnaire, enfin que l'employé EDF puisse avoir une Porsche de fonction. Et alors figurez-vous que moi j'avais le souci, c'est que les bandes, il fallait que je sois exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que j'avais fait venir un vrai camion qu'ont les types qui dépannent ces hauts pylônes d'EDF, pour avoir les bandes que j'ai fait en même temps pour les remettre dessus, le petit triangle, c'était exactement, on a tout démonté, on a tout remis pour pouvoir être exact, y compris les deux gars qui sont de dos. Ce sont des vrais techniciens d'EDF. C'est des vrais techniciens. Alors, d'accord. Alors je sais que cette photo, évidemment, ce que je pensais a fait le tour à l'EDF, et je sais que les mecs ont réclamé ces voitures de fonction auprès de leur supérieur hiérarchique. Alors, il y a quand même un gros avantage sur cette photo, c'est que la couleur d'origine, c'est bien la couleur Porsche. C'est pas une couleur EDF. Alors, non, on a modifié légèrement, c'était pas tout à fait le même bleu, parce que là aussi... Parce qu'il y a un bleu comme ça qui existe, notamment sur les GT3 RS. Exactement, il y a un bleu, ça c'est un turbo, mais le bleu n'était pas tout à fait le même, et j'avais pris la colorimétrie pour avoir exactement le bleu, pour que vraiment le moindre type de l'EDF puisse s'identifier. Voilà. D'accord, donc un tout petit peu de triche par rapport à la couleur de la voiture, mais pour le reste... On est toujours obligé, mais vraiment... Alors là encore, la difficulté, c'est de trouver un pylône sur lequel on peut monter et amener l'échelle, mais eux avaient dans leur camion tout le nécessaire. J'avais tout organisé avant. Et quand ils ont vu cette photo chez EDF, ils n'ont pas eu l'idée de t'appeler pour une nouvelle campagne de recrutement? Non, ça aurait pu, mais ils m'ont pas appelé. Très bien, merci Dingo. Merci à vous. Voilà, la pause de Dingo m'a fait du bien. Place maintenant au morceau de choix de cet essai, la R8. Comme pour la RS3, je vais d'abord boucler quelques tours à bord de la R8 GT, qui, vous l'avez compris, est le dernier modèle à être produit. 620 chevaux, un V10 et surtout une puissance délivrée aux seules roues arrière, de quoi s'offrir de belles sensations. Dans l'échelle des sensations, justement, cette R8 se rapproche beaucoup plus de la RS3 LMS de mon galop d'essai précédent. La force du V10 est incroyable, la sonorité diabolique et le châssis d'une précision exemplaire, notamment au niveau du train avant. On sent également plus de rigidité que sur la RS3 standard. La boîte est rapide, mais en usage extrême, comme ici sur la piste, on aimerait parfois que les rapports passent encore plus vite. Plus vite? Eh bien pas de problème, bienvenue à bord de l'Audi R8 GT4 du team Speedcar. V8 5 litres 2, 585 chevaux et un univers des plus radicales, et l'installation à bord vous met tout de suite dans l'ambiance racing. Ah, on est bon. Faut le dire vite, hein. Même si cette R8 ne représente pas la version la plus extrême des R8 produits par le département Racing d'Audi Sport, elle demande un temps d'adaptation plus important que les autres modèles présents ce jour-là. À tel point que dans mon premier tour de piste, je serai à côté de la plaque sur le choix des rapports, mais aussi des repères de freinage. Tiens, le freinage justement, ici, pas de calcul. Il faut shooter dans la pédale pour ensuite la relâcher progressivement jusqu'au point de corde.
C'est ce que l'on appelle un freinage dégressif en langage racing. Autant vous dire qu'avant de le maîtriser parfaitement, il me faudrait plus d'une séance d'essai. Pour l'heure, j'essaye tant bien que mal de reprendre du rythme, histoire de profiter quand même un peu de cette opportunité. Les 2 tours restants me permettent juste de constater l'évidence, cette R8 GT4, c'est tout simplement les qualités de la R8 GT, version plus. Bref, vous avez compris, tout est exacerbé. Mais le plus impressionnant reste à mon sens le freinage. Entre la force de la pression à exercer sur la pédale et l'efficacité de ce dernier, je comprends mieux maintenant pourquoi mon harnais me lacère les épaules et je plains aussi mon accompagnant qui toute la journée durant a joué le rôle de sac de sable à côté d'énergumènes comme moi. Après les 3 tours d'essai, je rejoins les stands avec les yeux qui brillent, le sourire béat et les épaules meurtries. Mais quel pied! Et j'en reprendrai volontiers une dose si on me le proposait. Du coup, je me dis, vivement le cinquantenaire d'Audisport. Et qui sait, ils nous proposeront peut-être d'ici là un galop d'essai dans leur futur F1. On peut toujours rêver. Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro de Fastback consacré au 40e anniversaire d'Audisport. On espère que vous avez apprécié ce numéro autant que nous avons pris plaisir à le faire, bien évidemment. Hein. Vous voyez la tenue, l'espace d'un instant, on a presque cru qu'on était des pilotes. Bref, enfin, on s'est fait plaisir. On espère que vous aussi. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de Fastback. D'ici là, portez-vous bien.